Architecture hexagonale, DDD, TDD, mob programming et j'en passe, il existe pléthore de méthodes pour nous dire comment coder. Toutes ces méthodes se veulent génériques, indépendantes du choix de la techno ou même du métier où elle est appliquée. Pourtant, tous nos cas sont particuliers. Et à un moment où l'IA nous permet de créer du code de manière automatique, ces méthodes semblent encore plus décorrélées de la réalité. Mais alors, comment choisir la bonne méthode ? Faut-il une méthode ? Et surtout, si mon IDE génère le code désormais, ma méthode a-t-elle encore un intérêt ? Pour répondre à ces questions de réalité, je ne reçois pas David Copperfield, mais il s'y connaît en pragmatisme. Frédéric, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Frédéric, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Frédéric Boucherie, je suis team leader, architecte, plein de petites casquettes, mais principalement développeur pour le groupe CCM Benchmark. Ok. Fait plus de 50 millions de visiteurs uniques par mois, donc on a des problématiques. Ouais. Du coup, tu étais venu il y a 3 ans faire un épisode où on parlait de pair programming et de mob programming un petit peu. Je t'avais proposé de faire un refactoring et tu m'as proposé de faire plutôt un sujet sur le dev pragmatique. Est-ce que déjà tu peux nous définir un peu ce que tu appelles le dev pragmatique ? C'est sortir de la théorie et plutôt s'orienter sur la pratique. Aujourd'hui, on imagine, on se dit c'est comme ça qu'il faut faire. Voici, on lit des bouquins et on se dit voilà, il faut faire de cette façon-là. On écoute des podcasts. Et puis au final, on s'aperçoit que la théorie c'est bien, mais par rapport à notre contexte, par rapport à notre projet, par rapport à plein de choses, eh bien on s'aperçoit que c'est pas toujours adapté certaines pratiques. C'est pas adapté au projet, c'est peut-être pas adapté aux personnes présentes. Et le pragmatisme, c'est plutôt de se dire, ok, on fait un pas de côté, on regarde un petit peu notre vision, notre façon de coder, et on va essayer d'adapter plutôt notre démarche par rapport à nos usages, nos pratiques, et éventuellement, finalement, c'est le pragmatisme, c'est apprendre de son expérience. Initialement, c'est plutôt ça. Et de dire, on va faire des choses, mais pas parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais plutôt parce que ça nous semble une bonne chose. Pragmatique, oui, c'est la théorie, la pratique plutôt que la théorie. Oui. Mais du coup, comment est-ce que tu inclus, parce que cette théorie qui nous dit comment faire, elle a ses vertus, elle a ses fondements, on va dire, qui est de dire, on dit qu'il faut coder comme ça parce que ça a été prouvé, entre guillemets, enfin, ça a été démontré par le passé que ça marchait, ça fonctionnait mieux. Du coup, comment est-ce que tu allies cette théorie, cette connaissance des anciens avec... Comme la pratique ne s'apprend pas, l'expérience ne s'apprend pas. Je veux dire, l'expérience, c'est l'expérience. Voilà. On a beau mettre tout l'engrais qu'on veut, pour un arbre centenaire, il faut 100 ans. Je ne sais plus quel comique disait ça. C'est exactement ça, je veux dire. Pour être expérimenté, ça veut dire qu'il faut avoir de l'expérience. Et quand on n'est pas expérimenté, il faut bien quand même un minimum d'orientation. Et les pratiques, que ce soit TDD, Drive, enfin tous les acronymes que l'on peut imaginer, ils sont là plutôt pour nous aider, nous orienter par rapport à des pratiques. Et avec le temps, on s'aperçoit que oui, c'est bien, mais maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Peut-être que je peux faire un peu différemment, ou en tout cas m'adapter. Et pour moi, le développement pragmatique, c'est aussi miser sur les humains, miser sur les personnes. Ça peut être aussi sur la culture d'entreprise. Certaines entreprises ont des façons de voir les choses, et il faut que tout ce que l'on fait soit en accord, en tout cas, avec les valeurs de l'entreprise.
Et aussi, c'est un élément aussi qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas non plus trop s'éloigner quand même des standards de la communauté, quand même. Donc c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a du turnover dans les entreprises. Fatalement, on peut avoir une personne qui arrive, un nouveau qui arrive et qui sera perdu parce qu'il dit mais je comprends pas pourquoi vous faites comme ça. Dans toutes les entreprises que j'ai fait avant, on faisait comme ça. Donc voilà, il faut être pragmatique, s'adapter par rapport au projet et aux personnes sur place. Mais il faut quand même se dire que les personnes qui sont là, il pourrait potentiellement y en avoir d'autres qui viendront nous rejoindre et il ne faut pas les oublier non plus. Donc il faut quand même avoir une vision un peu quand même au-delà simplement du simple cercle des développeurs sur un projet. Ouais. Ce que j'aime bien dans cette approche de pragmatisme, c'est qu'il y a aussi, on a un peu cette idée de bon sens, d'appliquer l'effort là où ça vaut le coup de mettre de l'effort. Tu ajoutes ce côté aussi d'expérience, c'est-à-dire que l'expérience ne s'apprend pas au-delà de juste la vivre. Et c'est vrai que on voit souvent, en tout cas moi j'ai vu souvent dans ma carrière, quand une personne un peu plus junior arrivait, elle avait tendance à réinventer la roue très vite, à essayer de réécrire des fonctions qui en fait existaient déjà. Et il suffisait de fouiller un peu dans la doc et tu trouvais une fonction qui faisait déjà ce que tu as passé 2 jours à faire. Est-ce que du coup c'est ça aussi, ce côté pragmatique en fait, c'est savoir avec l'expérience que tu essaies de faire les trucs, mais en fait il y en a d'autres qui le font déjà très bien et autant s'appuyer sur eux plutôt que de refaire la roue, ou enfin tu vois comment tu... Alors il y a une notion d'ego dans tout ça, mais un élément qui est essentiel, c'est de se dire que la réussite est une succession d'échecs. Généralement on fait des choses, on pense que c'est une bonne chose, et puis en fait on se casse la figure parce que c'était pas une bonne chose. Et là on arrive plutôt sur un autre problème qui est la culture du fail. En France on n'a pas la culture du fail. Aux États-Unis ils ont la culture du fail. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, pas une bonne idée, on a complètement foiré. En France, qu'est-ce qu'on va faire? On cache ça sous le tapis, on n'en parle pas. Personne ne dit rien. Personne n'a rien vu, personne ne dit rien. Aux États-Unis, ils font une conférence. On en parle à tout le monde. Ce qui fait que les personnes qui arrivent dans cette situation, ah oui, j'ai vu une conférence, ah oui, non, c'est pas, il faut éviter de faire ce genre de choses. Et en France, c'est comme personne n'en parle, il y a des gens qui rentrent dedans. Et puis, mais ça marche pas. Ben oui, on sait. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ouais, mais on n'osait pas. On a un peu honte, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de culture en France là-dessus, c'est qu'il faut partager ses succès, mais il ne faut pas partager ses échecs. Et du coup, ça crée aussi des traumatismes dans nos projets, et on va avoir tendance à dire non, on va pas utiliser ça parce que j'ai déjà été confronté à ce problème-là, et on revient pas dessus. J'avais fait une petite expérience que j'avais trouvée très amusante. C'était un serious game. Je vais pas expliquer le jeu avec des balles, etc. Mais on essaye d'améliorer à chaque itération, on essaye d'améliorer le résultat dans le jeu, on essaie d'améliorer le résultat, c'est un nombre de balles, je sais plus. Et à un moment, il arrive toujours, et c'est marrant parce que je l'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois, c'est arrivé toujours. Ça a toujours été la même chose. À un moment, quelqu'un dit « Attendez, on va faire complètement différemment. On va tout changer. » Mais à chaque fois, c'est arrivé. C'est dingue, hein. Et je l'ai dû le faire 4 ou 5 fois, et à chaque fois, c'est arrivé. Et ils disent « Bon, on va faire différemment. » Et là, ils changent complètement la méthode, et ça foire lamentablement. Parce que, oui, ils ont fait 10 fois d'une façon en essayant d'améliorer, d'optimiser, etc. Et puis là, tout d'un coup, ils ont complètement changé. Donc du coup, sauf que ce qu'ils n'ont pas noté, c'est que le résultat de cette nouvelle méthode, finalement, avait quand même un meilleur résultat que la toute première itération. Mais comme c'était beaucoup moins bon que la dernière itération qu'ils ont eue, ils ont dit ah non, c'est une mauvaise idée, stop, on arrête là, et on repart, et on réessaie d'optimiser la précédente. Et je leur dis, mais c'est étonnant, parce que vous étiez parti sur autre chose, comme ça n'a pas marché, vous n'avez pas donné la chance au produit, finalement, ou en tout cas à la solution, de s'améliorer. Mais si vous regardez, parce que je suis les résultats de chaque... Voilà, j'ai regardé le résultat de cette méthode-là par rapport au tout premier résultat, eh bien, il était meilleur, déjà. Et pourtant, vous l'avez abandonné tout de suite parce que c'était mauvais. Alors que vous auriez peut-être pu l'optimiser et obtenir finalement un meilleur résultat. Et à chaque fois, c'est arrivé. À chaque fois. Et je pense qu'on fait ça. On a eu des traumatismes. On dit non, c'est une mauvaise idée, on le fera pas. Ouais, mais la technologie a changé, les gens sont différents, le projet est différent. Pour plein de raisons, ça se tombe
la solution qui n'était pas bonne à l'époque peut être bonne aujourd'hui. Et dans le pragmatisme, en tout cas, il faut aussi savoir challenger ces traumatismes. Par le passé, on a fait ça, c'était pas une bonne idée. Oui, mais pourquoi? Et c'est d'ailleurs, ça rejoint le podcast sur le partage de connaissances et les fameuses ADR. Quand on fait un choix d'architecture, on va mettre dedans les différentes solutions et on va dire pourquoi on a choisi ça, pourquoi surtout on n'a pas choisi les autres. Ce qui fait que quand quelqu'un vient en disant mais pourquoi vous n'avez pas fait de cette façon, il dit bah tiens, regarde l'ADR, voilà pourquoi, et voilà les chiffres, et voilà le résultat. Ah oui, j'avais pas vu ça. Partage d'informations. Dans l'ADR, il y a pourquoi on a choisi et aussi pourquoi on n'a pas choisi. Et ça, c'est essentiel aussi. Avec le contexte aussi de pourquoi tu n'as pas choisi. Avec le contexte. Parce que du coup, effectivement, 4 ans après, le contexte peut avoir changé. Maintenant, on a une libre, on a ChatGPT, on a tout ce qui vont avec, qui peut éventuellement complètement changer la donne par rapport à la solution qu'on n'avait pas retenue la première fois. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas se fermer aussi la porte de revenir éventuellement sur des choix qui ont très certainement peut-être changé depuis. Est-ce que du coup, cette philosophie dont tu parlais avant, qu'on a en France de moins partager nos erreurs, parce que du coup, c'est pas justement un avantage dans cette recherche du dev pragmatique, où du coup, t'as pas l'erreur d'un autre qui peut te refroidir à tenter quelque chose? Ouais, mais du coup, on a toujours des gens qui vont venir pour dire bah tiens, on va faire comme ça. Et on passe notre temps à refaire, à réinventer la roue. Aujourd'hui, je suis développeur PHP, mais j'ai développé dans pas mal de langages. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en PHP, on découvre des choses qui sont pratiquées dans d'autres langages et dans d'autres technos depuis 10 ans. On réinvente la roue en disant ouais, regardez, on a une super truc. Et puis au final, quand tu dis mais oui, mais en Java, on fait ça déjà depuis longtemps. En fait, pourquoi vous ne faites pas depuis 10 ans? Ah ouais, on n'avait pas pensé. Et on ne revient pas, tu vois, on a l'impression et on réinvente la roue. Donc on a toujours des gens qui sont là pour réinventer la roue et on a toujours des gens qui sont là pour proposer quelque chose qu'on a déjà fait et on s'est cassé la figure. Et comme on l'a caché, il n'est pas au courant que ça ne fonctionne pas. Ouais. Tu connais ça s'appelle le théorème du singe, c'est une expérience où tu mets 20 singes dans une pièce. Ah, j'adore celui-là. J'aime beaucoup en parler. Alors, c'est une expérience de pensée, ils n'ont pas fait réellement, mais c'est important. Je ne sais pas si les gens le connaissent, on peut éventuellement en parler. Je le trouve très intéressant. On imagine 20 singes dans une pièce qu'on va appeler le groupe alpha. Et dans cette pièce, il y a un escabeau. En haut de l'escabeau, une banane, un truc comme ça. Et si jamais un mécanisme, quand un singe monte à l'escabeau, eh bien, on arrose la pièce d'eau glacée. Voilà. On traumatise les animaux, c'est pour ça que c'est une expérience de pensée. Donc, très vite, les singes veulent monter, comprennent qu'il ne faut pas monter. Ils sont quand même intelligents, et ils se disent c'est pas une bonne idée de toucher à l'escabeau. Et là, ils vont à leurs occupations. On enlève un singe et on met un nouveau singe qu'on va appeler du groupe bêta. Et lui, quand il voit ça, il voit le régime de banane, il veut monter, et à ce moment-là, il se fait attraper par les autres, qui le tabassent, il comprend pas pourquoi, et il s'aperçoit qu'il faut pas monter à l'escabeau. Et on enlève un singe du groupe alpha, on en met un autre, et il se fait tabasser, celui qui tape plus fort, c'est le précédent bêta d'ailleurs, et au fur et à mesure comme ça, on vient à changer tous les singes du groupe alpha. On n'a que des singes du groupe bêta à l'intérieur, il n'y en a pas un seul qui monte à l'escabeau, mais il n'y en a pas un qui sait pourquoi. Et c'est ça la culture d'entreprise aujourd'hui, parfois, c'est qu'on fait des choses, et on dit, je dis, mais pourquoi vous faites comme ça? On a toujours fait comme ça. C'est bien une phrase que je déteste, et on a toujours fait comme ça. Ça serait intéressant de se reposer la question, pourquoi on fait comme ça? Et puis là, du coup, on fait un peu d'archéologie. J'ai un nouveau développeur dans l'équipe, c'est un ancien, il faisait de l'archéologie avant, donc c'est très intéressant d'avoir un archéologue dans l'équipe. Tu reviens en arrière et tu dis, mais oui, mais on fait ça pourquoi? Ah oui, mais c'était parce qu'on était dans cette situation-là. Oui, mais ça n'existe plus. Ah oui, mais en fait, on n'a plus d'intérêt. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit, quand on revient en arrière, qu'on fait des choses juste par habitude, alors qu'en fait, on doit se re-challenger en permanence, et on ne doit pas perdre l'information aussi de pourquoi on a fait les choses. Ça aussi, c'est important. Et à contrario, donc là, je parle plutôt du passé, traumatisme du passé. Et pour moi, le pragmatisme, il est aussi sur la vision future. Pour moi, être pragmatique, c'est de dire, OK, mon application, elle n'a pas vocation à vivre 150 ans. Je ne comprends pas les développeurs qui disent « Moi, je fais une application robuste qu'on va pouvoir utiliser pendant 20, 30 ans, 40 ans, ad vitam aeternam. » Déjà, toute la techno aura changé. Je pense que d'ici 3 à 5 ans, le contexte sera complètement différent.
Et ça n'aura plus d'intérêt et on ne l'utilisera plus. À partir du moment où on commence à se dire, ça ne sert à rien de regarder, d'imaginer ce que sera notre application au-delà de 3 ans, voire 2 ans, eh bien dans ce cas-là, on peut concevoir les choses différemment. On ne cherche plus à faire les choses pour qu'ils durent, on cherche à faire les choses qui correspondent aux besoins aujourd'hui. Le nombre de fois où j'ai vu la mise en place de couches d'abstraction en disant on va mettre un adaptateur, on va faire des architectures complexes, pas hyper complexes, mais voilà, on ajoute un peu de complexité pour résoudre un problème qui n'existe pas. C'est éventuellement, si on veut pouvoir le remplacer pour accéder de telle façon, etc. Moteur de base de données, on utilise couche d'abstraction pour une base de données. Ah, mais si on change de moteur de base de données, on passe de MySQL à Postgre, c'est une bonne idée parce que Postgre est très bien. Mais pendant ce temps-là, c'est quelque chose qu'on aperçoit dans la pratique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et généralement, quand on change de moteur de base de données, généralement, ça s'accompagne toujours d'une refonte complète de l'ensemble du logiciel. Donc du coup, si on ne va pas faire évoluer notre logiciel pour s'adapter à un nouveau moteur, ben pourquoi on va se brider? Parce que finalement, utiliser une couche d'abstraction pour accéder à la base de données, c'est obligatoirement se brider. Parce que chaque moteur a des spécificités, il a des fonctionnalités que n'offrent pas les autres, et une couche d'abstraction doit proposer quelque chose fait par tout le monde. Donc du coup, toutes les fonctionnalités un petit peu annexes, intéressantes que peuvent avoir certains moteurs, Postgre ou MySQL, ou etc., bah, du coup, ça, ils sont enlevés, et on peut pas les utiliser. Et c'est dommage. Ouais. On utilise directement MySQL avec ses fonctionnalités, c'est du SQL un peu spécifique, ou je ne sais quoi. Et au moins, on ne se prive pas d'utiliser ça. C'est un pari, mais généralement, je pars du principe que dans 90%, voire 99% des cas, on ne va pas migrer. Donc ça veut dire que je prends un pari, si éventuellement je tombe dans le cas du 1%, bah, j'aurais perdu. Je vais devoir revenir en arrière. Mais quand on a une approche comme ceci, de ne pas trop prévoir à l'avance, généralement, on a un code un peu plus facile à utiliser, un peu plus simple, et le refaire n'est pas forcément si compliqué que ça. Alors que quand on met en place une architecture un peu complexe, en effet, c'est plus facile. Changement de configuration, je passe sur du Postgre, génial, ça marche. Ah, là, ça pète. Pourquoi? Ah, mais quelqu'un qui a généré une requête SQL qui utilise une spécificité de Postgre et on est sur du MySQL, ça marche plus. Ah oui, il faut quand même modifier le code, quand même par endroit. Mais ça marche, c'est vrai, c'est bien. Mais on a mis quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ouais. Et très souvent, on fait des paris, moi j'appelle ça des paris perdants. On parie sur éventuellement peut-être un jour, on viendrait à faire ça. Et puis effectivement, en fait, les choix techno, on les fait assez peu. Et alors moi, ce que j'ai vécu sur mon expérience précédente, je suis arrivé donc sur une boîte où j'ai recréé un site web qui existait en gardant la base de données existante. Donc c'était du MySQL. Je savais qu'on allait changer. Enfin, je savais. Non, c'est même pas je savais. C'était à peu près... C'était dans les cartons. C'était dans les cartons qu'on allait changer de techno de base de données à un moment. C'est complètement normal. Fine. Donc du coup, effectivement, je fais cette couche d'abstraction pour que tu puisses changer de moteur facilement. Sauf que, ce que j'avais pas anticipé, c'est que comme on avait effectivement cette couche d'abstraction qui permettait de changer de moteur de base de données facilement, on est passé d'un environnement SQL à un environnement NoSQL. Sauf que là, en fait, t'as beau avoir ta couche d'abstraction qui te permet de faire le choix. En fait, ça n'a pas du tout la même mécanique. Non, complètement. C'est pas du tout la même chose, en fait. Et du coup, bah, tu fais, ouais, c'est une bonne idée, mais du coup, ce que j'ai fait avant, ça marche pas, en fait. Ça sert à rien. Il faut réécrire plein de trucs. Et donc, on a réécrit plein de trucs pour ajouter du NoSQL à côté, en plus, parce que du coup, tu fais pas du NoSQL comme tu fais du SQL. Donc, tu te retrouves avec les deux technos qui vivent côte à côte. Donc, en fait, on avait passé effectivement beaucoup de temps à se faire un truc super clean ou à peu de choses près. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire juste un flip de switch entre les deux. Mais au final, le contexte avait changé. En fait, entre le moment où on s'est dit, a priori, on va changer un jour, jusqu'au moment où on a dit, maintenant, on peut changer. En fait, le contexte était plus le même. Et du coup, le changement qu'on avait prévu n'était pas le changement qu'on a eu à faire. Mais les couches d'abstraction, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Pour certains projets, comme justement des librairies, par exemple un framework, bien évidemment, un framework, on va mettre une couche d'abstraction parce qu'on ne sait pas quel moteur de base de données sera utilisé par la personne qui va mettre en place ça. Donc il y a des choses, des produits open source, les gens peuvent utiliser ça, mais avec leur moteur. Donc c'est normal de faire une couche d'abstraction. Mais sur un projet que l'on maîtrise, dont on maîtrise tous les éléments, y compris le moteur, il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mettre trop d'abstraction, c'est pas bon. À côté de ça, il ne faut pas aussi négliger les problématiques de testabilité. Quand je mets en place des interfaces,
des classes un petit peu spécifiques, c'est aussi pour me faciliter le travail de testabilité. Et là, moi j'ai plutôt une approche TDD. J'aime bien mettre en place un test avant de coder. À partir du moment où je commence à... C'est pas que je rende mon code testable. Mon objectif n'est pas la testabilité. Mon objectif est de architecturer. Parce que quand je code mon test, ça me force à imaginer mon architecture pour qu'elle soit testable. Mais du coup, ça crée une architecture qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus facile à utiliser. Et moi, à la limite, une fois que j'ai codé, le test ne l'exécute plus. Parce que j'ai réussi par cette méthode à avoir un code suffisamment bien structuré pour après faire ce que je veux et l'étendre et le modifier, etc. Donc le TDD est bien pour ça. Donc il y a malgré tout quelques couches d'abstraction, mais c'est pas de l'abstraction à proprement parler. C'est plutôt utiliser des interfaces plutôt que d'utiliser directement des classes concrètes, pas trop d'abstract ou des choses comme ça. Mais ça, c'est plus une approche. Et ça peut être aussi... c'est un peu l'expérience, mine de rien. Ouais. On rentre là-dedans. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de raconter, c'est que on pouvait avoir l'impression au début de cet épisode que ce que tu évoquais, c'était code sans aucune règle, sans aucune méthode, fait juste quelque chose qui fonctionne et qui répond à la demande à un instant T. Mais tu nous parles de TDD, donc il y a quand même une approche de méthode. Oui. Pragmatique, ça veut dire pas de méthode. Ouais. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. Pragmatique, c'est plutôt de se dire, je vais faire des choix, je vais prendre des décisions, non pas par la hype ou parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais parce que c'est adapté à mon équipe. Aujourd'hui, je code en PHP. Je suis dans l'équipe Open Data. Donc, on fait du big data, on fait de la manipulation de données, etc. Et là, on dit, mais pourquoi vous ne faites pas, par exemple, des crawlers, etc. Pourquoi vous n'utilisez pas du Python? En effet, on pourrait utiliser du Python ou du R ou d'autres technologies plus adaptées que du PHP pour faire de la manipulation de données en masse. Mais aujourd'hui, mon équipe maîtrise PHP. Le pragmatisme fait que j'ai fait ça en PHP. Si maintenant, je venais à avoir dans l'équipe des personnes qui commençaient à connaître certaines technologies, je pourrais peut-être faire monter en compétences mes autres développeurs et on pourrait s'orienter là-dessus. Après, il y a aussi les autres équipes avec qui on interagit. Mais je pense qu'en fait, il faut adapter. L'idée, c'est ça. C'est de dire il faut arrêter d'être rigoureux. Le pragmatisme est là. Il faut arrêter d'être rigoureux et plutôt s'adapter en fonction du contexte et pas juste faire les choses bêtement. Dry. J'aime bien la méthode dry, don't repeat yourself. J'aime pas dry, je n'utilise pas dry, j'utilise wet. W-E-T, c'est write everything twice. Écrit tout 2 fois. Parce que il y a des gens, ils sont dry, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à répéter 3 lignes de façon identique, hop, allez, je crée une méthode, etc. Wet, c'est une autre technique qui consiste à dire, tu t'autorises à écrire 2 fois la même chose. La 3e fois, tu commences à te dire, là, il y a quelque chose à jouer. Et donc là, je vais factoriser, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu l'as écrit 2 fois, c'est peut-être un hasard que les choses sont très proches, à quelques subtilités près. C'est pour ça qu'on met un petit booléen en paramètre, éventuellement, pour ajouter une petite condition supplémentaire. Et puis le 3e cas, lui, il est encore un petit peu différent. Le fait de faire du wet nous oblige à dire, attends déjà de l'avoir 3 fois, pour commencer à imaginer comment tu vas pouvoir généraliser ton petit bout de code. Aujourd'hui, je ne fais plus de dry, je fais les copy-paste detectors pour dire, voilà, il y a une grande quantité de code qui ont été copiés-collés. Oui. Et alors c'est mal. Et je préfère cette approche de dire, attendons de voir ce que ça va devenir. Et c'est ça aussi, le pragmatisme. Attendons de voir ce que ça va devenir. J'aime bien cette image, ce parc où tu as des chemins bétonnés avec de la pelouse. Et puis dans la pelouse, on voit des traces on voit de la terre, parce qu'on voit que des gens ont pris des raccourcis. Et on nous dit, ça c'est ce qui a été designé, les chemins. Et ça, c'est la pratique. Dans la pratique, les gens préfèrent passer par là, en fait, parce que c'est mieux, c'est plus court. Et 2 approches là-dessus, 3 même, c'est de dire, s'en fout, ok, les gens continuent à utiliser comme ils veulent. Une autre approche qui est la plus courante, c'est de dire, je mets une barrière pour empêcher les gens de passer à cet endroit-là.
parce que moi, je veux que tu prennes ce chemin. Ouais, mais pourquoi les gens ont pris ils sont passés à travers, pourquoi ils sont passés par là? Parce que c'était plus court, parce que c'était plus simple. Et la meilleure solution serait pas de dire j'empêche. La meilleure solution, ce serait de bétonner cette partie-là et de faire un raccourci là, à cet endroit-là. Le pragmatisme, il est là. Mais faites votre code, le fermez pas trop, empêchez pas les gens de partir dans tous les sens. Commencez à le mettre en place, regardez comment les gens l'utilisent, voyez quelle est l'approche la plus simple. Et c'est pour ça que je parlais de wet, c'est-à-dire attendez de voir ce que ça devient pour commencer à généraliser et vous dire ah mais finalement la meilleure méthode c'est plutôt celle-là et on va favoriser celle-là. Et puis on va supprimer le bout de code qui sert plus à rien, on va enlever la route qui était inutile finalement et on va utiliser celle-ci, on va la sécuriser. Ouais. On me rappelle dans le chat, et je serais effectivement curieux d'avoir ton avis, parce qu'avec cette notion de wet, il y a pas très longtemps, j'ai fait enregistrer un épisode qui est pas encore sorti, mais que les gens ont vu du coup en live, où j'avais reçu pour l'occasion, alors que je retrouve bien son nom, que je dis pas n'importe quoi, j'avais reçu Thomas, qui nous parlait d'un truc qu'il a mis en place dans sa boîte qui s'appelle le Right the First Time. Et donc l'idée, c'est que ce qu'il raconte, c'est qu'il a passé, il y avait un apprenti dans sa boîte où il faisait pas du pair programming, mais du shadowing, un petit peu pour voir un peu comment est-ce que la personne prenait en main la code base et compagnie. D'accord. Et donc la personne avait un petit truc à coder. Ça devait aller vite. Il code un truc, il le teste, ça marche pas. Il fait un autre truc, il teste, ça marche pas. Il fait un truc, il teste, ça marche pas. Il lui dit, écoute, ça va prendre 5 minutes. Là, on est déjà à 15. Moi, j'ai un rendez-vous qui doit partir. Viens, on se challenge un truc. C'est que là, tu dois me faire un truc qui fonctionne. Prends une feuille, prends un crayon, et tu me fais un truc qui fonctionne. Et donc, il a pris le temps de réflexion, de machin et compagnie. Et il lui a dit, t'as pas le droit de tester. Il faut que tu me fasses un truc qui fonctionne du premier coup. Et donc, il a fait le test. Et il y a passé 5 minutes de concentration. Il a fait un truc, ça fonctionnait. Et du coup, il l'a plus ou moins généralisé. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant un compteur dans la boîte. Et ils comptent le nombre de tests qu'ils font. De tests au sens, tu sais, quand tu codes un truc, tu vas sur ton navigateur, tu fais un refresh, tu n'as pas de test au sens test unitaire et autres, mais le nombre de fois, le nombre d'itérations que tu fais effectivement sur ton code. Et donc, il essaye d'inculquer un truc ou se dire, essayons de faire en sorte que tu ne testes qu'une seule fois ton truc avant de commit ton code, que quand on te donne un truc à développer, tu réfléchis vraiment à ce que tu vas faire, tu codes, tu testes, ça marche, tu commit. Du coup, toi, dans ta démarche wet, ou dans ta démarche du coup pragmatique, est-ce que ça pourrait rendre... Parce que du coup, il y a quand même un truc très pragmatique de te dire, plutôt que de tester 20 000 trucs, juste pose-toi, réfléchis et fais un truc qui fonctionne. C'est pas antinomique. Je pense que c'est deux choses... pour moi, c'est deux choses différentes. Là, je pense que son approche est plutôt de dire réfléchis un peu. Comme on disait, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Là, c'est un peu ça, en fait. En gros, c'est OK, doucement, pose-toi, réfléchis un peu plus. Là, c'est plus obliger les gens à réfléchir un peu plus à ce qu'ils font. C'est pas antinomique avec le pragmatisme. On peut faire les deux complètement. Là, je pense que c'est plutôt cette approche-là de réfléchis un peu plus. Moi, j'aime bien tester, ça casse, je recommence. Voilà, je suis une approche plus itérative. Mais c'est vrai que parfois, j'ai tendance à partir un peu vite, un peu tout feu, tout flamme. Ça pourrait être une bonne chose, peut-être en effet, que je me tempère un peu. En effet. Sur cette notion aussi, du coup, de dev pragmatique, ce que tu nous disais aussi en début, c'est que l'expérience donc, ne s'apprend pas. Et c'est effectivement vrai. L'expérience, tu ne l'apprends qu'avec l'expérience. Malgré tout, comment tu fais en termes d'onboarding dans ton équipe quand quelqu'un arrive pour essayer de le faire monter le plus vite possible au niveau du reste de ton équipe? Eh bien, là, après, c'est des pratiques. Ça peut être du pair programming, que j'apprécie beaucoup. On en avait déjà parlé. Parce que c'est un excellent moyen pour faire monter en connaissance, en compétence une personne. Il ne connaît pas une techno, on le met en pair programming avec quelqu'un, et du coup, il apprend en même temps. Ça ne fait pas perdre de temps. Sinon, je lui dis, fais ça dans ton coin. Ou alors, on va consacrer du temps pour lui apprendre, pour après. Là, on développe. Donc, on ne perd pas de temps sur notre productivité, finalement. Et lui apprend en même temps. Donc ça me semble une bonne chose. Faire monter des personnes en compétences, pour qu'ils acquièrent cette expérience, après, il n'y a pas le choix, c'est vas-y, fais. Mon
mon CTO, mon VP engineer, bonjour Xavier, qui me dit, c'est pas grave de casser la prod, c'est grave de pas s'en rendre compte. Parce que nous, on a des problématiques que n'ont pas peut-être d'autres projets, mais ça peut nous arriver que les choses ne marchent pas. C'est pas non plus une catastrophe, parce qu'on voilà, on peut perdre de l'argent, mais c'était pas non plus qu'on s'autorise, en tout cas, un peu moins de prudence peut-être. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut partir facilement et tout casser systématiquement. Il faut quand même avoir un peu de tempérance là-dessus. Et ouais. Je me suis perdu en cours de route, je sais plus où j'en suis. Non, mais c'était effectivement. Alors en fait, il y a pas mal de messages qui sont arrivés dans le chat, notamment un où je pense qu'il faut auquel il faut peut-être apporter une réponse. C'est que dans ce que tu proposes comme démarche, il s'agit pas d'opposer, en tout cas de ce que moi je comprends, il s'agit pas d'opposer méthodologie et pragmatisme. C'est pas effectivement partir tête bêche à faire n'importe quoi et accepter de coder n'importe comment. Voilà. Il y a quand même une méthode, mais l'idée c'est de l'appliquer de manière, pour pas être pragmatique, mais de l'appliquer de manière raisonnée. Raisonnée. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains développeurs, alors je constate surtout sur des jeunes développeurs, ils ont appris des choses dans des livres, dans des conférences, dans des podcasts, et ils les appliquent à la lettre rigoureusement, et pour eux, c'est une loi. C'est on fait comme ça. C'est comme ça. On ne duplique pas du code. Quand on doit dupliquer du code, c'est pas bon, donc on doit obligatoirement changer. Et pour certains, c'est hyper rigide. C'est cette rigidité sur laquelle je me bats en fait. Dernièrement, sur une review, donc moi tout le code, je fais des reviews du code qui est poussé par les autres. Et il y a des choses, j'aurais pas fait comme ça. Souvent, je mets un commentaire en disant moi je l'aurais fait différemment, et après derrière je fais approuve. C'est-à-dire que je donne juste mon avis, mais pendant ce temps-là, je suis d'accord. Et généralement, parfois, je regarde les développeurs, je dis ça marche? Il me dit oui, ça marche. Je dis go. Certaines personnes auraient tendance à dire non. Il faut utiliser cette méthode-là parce que c'est la méthode pour faire. Ouais, mais ça fonctionne. Si je lui demande après, il va devoir refaire un commit, il va perdre du temps, etc. C'est pas critique. Par contre, je vais être intransigeant sur certaines choses. Il y a des choses, je vais dire non, là, ça passe pas. Je suis pas d'accord parce que ça peut générer. Et ça, c'est lié justement à l'expérience. Justement, faire ça, derrière, ça peut avoir des conséquences à long terme. On ne sait pas quel est l'impact que ça va avoir après, derrière, etc. Donc, non, il y a des choses que je mets de façon un peu plus stricte. Mais je ne vais pas imposer. Je ne vais pas imposer. Et s'il fait comme ça, parce que ça lui correspond mieux, et puis à la lecture, ça me semble suffisant. Voilà. C'est pas, à mes yeux, c'est pas parfait, mais ça fait le job. Ce que je trouve, moi, surtout aussi valorisable dans cette approche pragmatique, c'est que quand on parle justement de ces méthodes, de ces façons de faire qu'on nous a inculquées à l'école et compagnie, ou que tu as aujourd'hui quand tu écoutes effectivement des podcasts ou tu regardes des conférences, c'est que par exemple, tu pourrais te dire un socket réseau, il faut le coder comme ça parce que chez Facebook, quand ils ont 10 millions de connexions concurrentes, ils font comme ça. Alors oui, c'est vrai, mais en fait, avant que moi, j'ai 10 millions de connexions concurrentes qui arrivent sur mon environnement, j'ai du temps en fait de changer au moins 8 fois de techno et d'avoir refactoré au moins autant de fois mon produit. Donc le côté pragmatique, c'est de dire effectivement, quand tu fais une code review, de dire ça en fait, ça fonctionne et ça marchera pas si on a 10 millions de personnes qui arrivent en même temps, mais ça n'arrivera pas, donc ça marche, ça part en prod. Ou de dire ça marche dans ton cas, mais si je prends le cas du client lambda, du client machin, qui nous fait une modif tous les 3 mois, mais qui existe réellement et qui nous la fait tous les 3 mois, ça va pas marcher, donc il faut corriger. Il y a un côté, c'est ça en fait le côté pragmatique. C'est ça, parce que c'est adapté aussi à ton contexte de ton projet, fatalement. Il y a des choses, on a cette capacité, nous informaticiens, à passer des mois pour gagner des millisecondes. Et parfois, on cherche à gagner des choses, et tu dis, mais quand tu réfléchis, tu dis, attends. Là, oui, en effet, ce traitement met 2 millisecondes, alors qu'en faisant comme ça, ça prendrait 1 milliseconde. 100%. 100% on divise par 2 quand même, 100%. Oui, mais là, on est en train de parler d'1 milliseconde sur un truc qu'en met 300.
final, on a gagné quoi? 100% sur cette partie-là, mais pendant ce temps-là, ça présente aucun intérêt en fait. Enfin 100%, non, 50%, mais on multiplie par deux en tout cas. Et au lieu d'essayer de trouver des solutions, etc., je dis ok, mais cette micro-optimisation n'a pas forcément de sens en l'état. Il vaut mieux garder quelque chose de simple, de lisible, de compréhensible, que d'essayer de gagner des microsecondes. En effet, Facebook, ils ont été obligés, parce qu'ils ont eu des challenges différents à résoudre, pour essayer de régler justement un très très grand nombre de requêtes et de traiter un très grand nombre de requêtes. Si nous, on n'envisage pas ce genre, on aimerait bien avoir autant qu'eux, mais ce ne sera pas le cas. Et donc, ça ne sert à rien de résoudre des problèmes qui n'apporteront rien. Et le pragmatisme, il est là-dedans. De se dire, oui, ça serait mieux. En effet, ça serait mieux de faire ça. Mais ça va nécessiter peut-être de l'énergie. Moi, j'ai vu des architectures très complexes qui, on te dit, ça nous permettra de résoudre quand on sera à 10 millions de connexions. Oui, mais enfin, le jour où on sera à 10 millions de connexions, je pense que je serai à la retraite, ou même pas, on n'y arrivera jamais peut-être même. Je pense qu'on a d'autres problématiques à résoudre avant que de faire ça. Et on complexifie l'architecture pour rien. Être pragmatique aussi, c'est réfléchir un peu plus sur ce qu'on veut faire, tout en maîtrisant ses risques. Et c'est ce que je dis, le pragmatisme aussi, c'est aussi une façon de gérer ses risques. Est-ce qu'il y a un risque qu'on change notre moteur de base de données? Est-ce qu'il y a un risque que l'on arrive à 10 millions de requêtes secondes? Si je ne le fais pas, je prends le risque que le jour où on sera à 10 millions de requêtes par seconde, eh bien, ça ne tiendra pas et ça se cassera la figure. C'est un pari. Et arriver à évaluer ça, c'est toute la difficulté. Le pragmatisme aussi, il est là, c'est d'arriver à aller au-delà du simple codage et de la pratique, c'est à évaluer si ce qu'on va faire là a un réel intérêt, un réel impact par rapport à une vision qu'on aurait probable. Moi je dis, voilà, s'il y a 10% de chance pour que on aille dans cette direction, fais pas. 60, là je commence à me poser des questions. S'il y a 50% de chance pour qu'on y aille, là on va peut-être quand même y réfléchir un peu plus. Mais si j'estime qu'on a 10% de chance, voire 1% de chance d'aller dans cette direction-là, je ne fais pas. Point. Après, estimer là, ces pourcents-là, arriver à les estimer, ça c'est quelque chose qui est difficile, et ça c'est quelque chose qui nécessite aussi de l'expérience. Et c'est une estimation aussi dans ce que je comprends, dans ce que tu racontes, c'est que tu fais aussi de manière temporalisée et contextualisée. C'est-à-dire que si on te dit il y a 100% de chance que tu arrives à 10 millions de connexions, fine, mais est-ce que c'est dans 6 mois ou est-ce que c'est dans 4 ans? Parce qu'en fait, si c'est dans 4 ans... On aura changé la techno dans 4 ans. C'est ça. Complètement. Si ton produit il tient jusqu'à 7 millions et que tes 7 millions, tu les atteins pas avant effectivement 3 ans ou 4 ans, tu as le temps de te poser la question plus tard, en fait. C'est un investissement. Enfin, tu gagnes du temps aujourd'hui que tu devras payer plus tard. C'est de la dette technique, en fait. C'est pas une forme de dette technique. La dette technique, c'est encore autre chose. Parce que la dette technique, on sait que c'est quelque chose qu'on devra rembourser. Une dette technique, contracter de la dette, c'est on doit rembourser. Ouais. Là, c'est pas de la dette technique de dire on va faire comme ça tiendra pas 10 millions, mais ça se tombe. Enfin, je suis pratiquement sûr qu'on n'aura jamais besoin de rembourser parce qu'on n'arrivera jamais à 10 millions. Donc c'est pas de la dette technique. Là, c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir et c'est de parier sur quelque chose de plus simple, de plus compréhensible pour l'équipe ou pour mon archi, pour mon entreprise, que de dire, là, éventuellement, si un jour la boîte, on arrive à 10 millions, là, il faudrait peut-être qu'on fasse comme ça. Oui, si on est comme ça, on développe tous en assembleur et on y passe un temps de dingue. Donc, non, voilà, c'est réfléchir plus. Ce que tu disais au tout début, se poser, réfléchir. Et c'est intéressant parce que je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est exactement ça. C'est par moment, avant de se lancer dedans, c'est de réfléchir à pourquoi je fais ça. D'ailleurs, quand on y réfléchit, pourquoi on code? Ça, c'est un truc que j'aime bien beaucoup discuter. Enfin, j'aime bien échanger là-dessus. C'est aujourd'hui, pourquoi je code? Pourquoi je crée une classe? Pourquoi je mets une couche d'abstraction? Pourquoi je fais ça? C'était Martin Fowler qui disait n'importe quel développeur peut développer un code qu'une machine comprend. Très peu de développeurs. Les bons développeurs, eux, créent des codes que les humains comprennent. C'est-à-dire que nous, quand on code pour les humains, on ne code pas pour les machines. N'importe qui peut faire un programme qui fonctionne. Enfin, on a compris, mais on s'en fout. Mais après, derrière, le code a vocation à être
repris, amélioré, changé, corrigé, etc. Et quand on écrit des choses, on écrit pour des humains, on n'écrit pas pour les machines. Sinon, on ferait n'importe quoi. Et justement, l'IA, aujourd'hui, est en train de changer les choses. Moi, j'estime que mon métier de développeur va disparaître. Mais ça fait plusieurs années que j'en parle. J'avais fait une conférence il y a très longtemps où j'avais fait croire que j'avais inventé une intelligence artificielle qui codait à ma place. Ça avait été rigolo. J'avais fait une démonstration live et puis ça écrivait à l'écran et tout ça. Je lui ai dit, écris-moi Hello World. Je demandais à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Il m'a dit Lorem Ipsum. J'ai dit, bon, change le texte, mais Lorem Ipsum. Ça affiche Lorem Ipsum. En fait, c'était complètement... j'avais mis de la reconnaissance vocale, mais c'était tout scénarisé. Mais ça avait bien marché. Ça avait fait une démonstration et je dis, voilà, l'avenir, ce serait ça. Je ne code plus, j'explique ce qu'on doit faire et ça va coder à ma place. Et la machine n'a pas besoin d'écrire des classes, etc. Elle peut faire un gros gloubi-boulga, voire même du code machine directement, que personne ne comprend. L'objectif, c'est moi, je lui dis ce qu'elle doit faire et j'ai une application qui fonctionne. Maintenant, si moi je code pour que les autres le reprennent. Et là, d'ailleurs, l'erreur que font beaucoup de développeurs aujourd'hui avec les IA, c'est de se dire... Moi, ça marche pas. Quand je demande à ChatGPT de me faire un code, etc., il mélange, il fait des choses, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas dans la bonne pratique. Oui, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, mais c'est pas beau. On s'en fout. Si à un moment je dis à la machine, je dis change le code pour changer le moteur de base de données ou pour changer la couleur ou pour faire complètement différemment, elle le modifie. Point, fin de l'histoire. Elle n'a pas la... Nous, pour changer un bout de code ou pour changer une abstraction, on va prendre du temps. On est super lent en fait à faire ça. Et la machine n'a pas cette difficulté. Plus tard, moi, mon métier, je vais devenir un prompt engineer, en fait. Un développeur, les développeurs vont devenir des prompt engineers. C'est ce qu'on commence déjà à dire aujourd'hui. Je vais exprimer le besoin, parce que les PO, PM, eux, quand ils te disent « je voudrais une application qui fait ça », et généralement, les bords sont flous de l'expression de besoin, et derrière, le développeur ajoute sa patte. Il interprète une partie des choses, il va faire, moi je vais faire ça, et puis il propose des choses, oui, ça correspond en gros à ce que j'ai demandé, il le fait. C'est-à-dire que le développeur apportait aussi une part de fonctionnel ou d'expression. Là, si on prend une IA, il va falloir lui dire ce qu'elle doit faire, et elle va faire exactement ce qu'on lui demande. J'aime beaucoup cette petite histoire où la maman qui dit à son fils, va me chercher 1 litre de lait à l'épicerie, et s'ils ont des œufs, prends-en 6. Et il revient avec 6 litres de lait. Il dit pourquoi? Ils avaient des œufs. Ramène-moi 1 litre de lait, et s'ils ont des œufs, prends-en 6. Il a fait ce qu'elle lui a demandé. Il n'a pas compris ce qu'elle lui a demandé, il a fait ce qu'elle lui a demandé. Aujourd'hui, on va avoir cette difficulté avec les IA, c'est qu'il va falloir être précis. Sauf que les PO, les PM, Product Manager, Product Owner, etc., vont toujours continuer à demander des choses floues. Et nous, après, on ne sera plus développeur, on sera prompt engineer, et on va demander à une IA de développer l'application, pas de développer du code. On ne regardera plus le code. Le code, il sera dans un coin, on ne regardera pas, on n'aura pas les yeux dessus, et on va développer, on va réaliser l'application. On va dire, non, là, il y a un bug, ça ne marche pas, change-moi ça, fais ci, fais ça, etc. On va lui dire, en fait, les choses via des commandes spécifiques. Donc, on aura des IA spécifiques développement web, des IA spécifiques développement Unity, enfin, tu sais, pour des jeux vidéo, par exemple. Ça sera tous des IA différents, et on utilisera moi, je serai prompt engineer pour du web, il y aura des prompt engineers pour des jeux. Voilà, notre métier va changer, mais ça sera ça. Et c'est XKCD d'ailleurs qui a une BD là-dessus, qui pourtant est vieille, qui date de bien avant GPT, où tu vois justement un mec qui va avoir un développeur et qui lui dit bientôt on n'aura plus besoin de développer, on pourra juste exprimer, dire ce qu'on veut et ce sera codé tout seul. Et le gars lui répond mais du coup comment tu feras pour préciser tous les cas particuliers et compagnie? Et le gars dit, faudra juste il y aura une manière d'exprimer clairement comment ça fonctionne. Et le gars lui répond, ça va, mon job est safe. C'est ça. Parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est que, certes, on peut avoir cette approche prompt engineers, mais en fait, tu seras juste dev, mais plutôt que d'utiliser du PHP, tu seras du dev PHP, ChatGPT. Enfin, tu vois, ça sera plus du codage. On exprimera des choses et en fait, on va driver la réalisation du code. Mais ça va être une évolution de notre métier. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va nous remplacer. Ça va être une évolution de notre métier. Et même là-dedans, on aura du pragmatisme.
Parce que la façon de réaliser les choses, la façon d'architecturer, mais l'UX restera l'UX. Après, il y a l'utilisateur, quand il va prendre son téléphone, le bouton, si je lui mets le bouton en haut à gauche, d'habitude il est toujours à droite, tout le monde fait ça, pourquoi tu le mets en haut? Ça aussi, c'est du pragmatisme finalement. Pourquoi je mettrais le bouton là plutôt que là? Parce que tous les utilisateurs, déjà, ils n'ont pas des pouces télescopiques, et en plus, tout le monde a l'habitude de voir de cette façon-là. C'est ce qu'on voit souvent, des gens qui veulent révolutionner les interfaces. Et ouais, j'ai fait un super truc. Et puis les gens, ils prennent ça, ils comprennent pas, ils l'utilisent pas parce qu'ils n'ont rien compris. Les gens ont des habitudes. Et le pragmatisme, il est là aussi. C'est de se dire, ça serait bien, ouais, ça serait fun de faire ça. Mais la raison veut qu'on le fasse plutôt de cette façon-là parce que les gens ont plus l'habitude de ça. Ouais. Et le pragmatisme existera toujours, y compris dans le prompt engineering, en fait. On aura toujours prompt engineering. Il va falloir trouver un nom français parce que c'est trop compliqué. Mais clairement. Ouais. Mais tu vois, sur ce changement du coup entre guillemets de métier, qui au final n'en est pas un, c'est que ce sera juste un changement de techno. Moi, il y a une conférence que je recommande souvent je crois que c'est Brett David, qui a quelques années, on lui avait demandé d'imaginer ce que serait le dev dans 40 ans, et plutôt que d'imaginer ce que serait le dev en 2040, il s'est positionné en 2008 en faisant comme s'il avait fait sa conférence en 78. Ah oui. Et du coup, en imaginant avec ce qu'était le dev en 78, d'imaginer ce que serait le dev en 2008. Et ce que j'ai appris au travers de cette conférence notamment, c'est que les devs assembleurs, les devs qui faisaient de la programmation de microprocesseurs trouvaient que les devs qui faisaient de l'assembleur n'étaient pas des vrais devs, parce que c'était trop facile, il y avait une abstraction en fait par rapport à ce qu'ils faisaient, que les devs qui faisaient de l'assembleur... J'ai commencé en 83, mais j'ai connu ce genre de problématique. Ouais. Que du coup, les devs qui faisaient de l'assembleur trouvaient que les devs qui faisaient du C n'étaient pas des vrais devs, parce que pareil, il y a trop d'abstraction, et ainsi de suite, et qu'en fait, ça se perpétue, et que moi, j'en parle aussi régulièrement quand je vois des devs qui me disent que le no-code, c'est pas du dev, alors que quand moi, je vois ce que je fais sur Mec, pour l'automatisation de ce podcast, il y a une vraie logique de programmation, d'application et compagnie. Donc, c'est un vrai taf de développeur, juste sur une techno no-code. Et demain, en fait, quand tu feras du dev avec Copilot, avec ChatGPT, ce que tu veux, tu gardes en fait cette réflexion d'architecture, de conception, de comment est-ce que je réponds à la demande qui m'est faite par un client. C'est juste que ta techno, en fait, il y a une couche d'abstraction supplémentaire par rapport à ce que nous, on a appris quand on était à l'école il y a déjà longtemps. C'est ça. Et ça change tous les jours, quoi. Enfin, on est dans un métier où ça évolue en permanence. Et c'est pour ça, c'est un peu fou d'essayer d'imaginer. Moi, mon code, je le fais comme ça, dans 50 ans, il fonctionnera toujours. Bien sûr. Alors, on a constaté, j'ai vu un article dernièrement, ça m'a fait rire, les banques qui recherchent les développeurs COBOL parce qu'ils sont en galère. C'est là que tu vois, quand on te dit, ouais, les ChatGPT, ça va nous remplacer, etc., je suis au chômage. Alors déjà, tu n'es pas au chômage. Tu seras plus codeur comme tu l'es aujourd'hui, tu seras codeur différemment, mais tu ne vas pas perdre ton boulot. Regarde ce qui se passe avec les développeurs COBOL, de toute façon. On aura toujours besoin de toi pour débugger un vieux WordPress en 5 points dans un coin. Parce que le client n'aura jamais pris le temps de tout rechanger, de changer tout son système pour passer sur le nouveau. Ouais. Dans cette approche pragmatique, je vois qu'il y a un message qui passe dans le chat de Attirant qui est pas mal. Il dit que tout dépend du contexte. On réfléchit avant d'appliquer les règles. Et je trouve que c'est pas mal comme approche de ce pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les règles, on n'oublie pas les méthodes. C'est ça. C'est juste que tu mènes ta réflexion avant d'appliquer les méthodes en question. C'est ça. Et il ne faut pas voir les règles comme des lois absolues. En fait, c'est ça. J'aime bien utiliser l'approche dans le film Matrix, quand il lui dit les règles... non, comment il dit ça? J'ai oublié la phrase. Tu sais, il y a des règles que tu peux enfreindre, d'autres que tu peux violer. Toi, Néo, c'est celui qu'on sait. Et c'est exactement ça, c'est qu'il y a des règles, des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques et les règles sont là pour nous cadrer, nous orienter, parce que l'expérience de certains développeurs ils se sont aperçus que valait mieux faire de cette façon-là que comme ça. Mais il vaut mieux faire. Ça ne veut pas dire que l'autre voie est interdite. C'est que en fonction du contexte, parce que toutes ces règles qui ont été mises en place, ça marchait sur une majorité de projets. Mais il y a toujours un tout petit pourcentage de trucs qui sont un peu en dehors des clous. C'est comme quand on fait du machine learning, on fait de l'apprentissage, on évite de faire du
du surapprentissage. On évite d'avoir un score à 100%, parce que sinon, on tombe dans la problématique de fausses interprétations, etc. Il y a toujours des choses qui sont un peu en dehors des clous. C'est une forme de tolérance, et je pense que c'est de se dire, voilà, c'est une bonne pratique, c'est une règle, c'est bien de les suivre, surtout au début quand on commence, d'avoir quand même quelques guidelines et essayer de s'orienter pour éviter de faire n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, c'est de se dire, ok, ça serait bien, mais dans mon contexte, ou là aujourd'hui, j'ai la flemme. Ouais. Pas trop avoir quand même la flemme, mais globalement, c'est un peu ça. C'est de te dire, oui, ça serait mieux, mais là aujourd'hui, ça fonctionne. Là, c'est compréhensible. Je pourrais gagner 1 milliseconde, mais quand je regarde tout le temps qui est passé déjà à gauche, à droite, en IO, etc., cette milliseconde, elle est totalement Noyé anecdotique, noyée là-dedans. Donc finalement, ça n'a pas d'intérêt. Et oui, ça serait bien de mettre le else après, ça serait bien de faire ça, je vais gagner 1 nanoseconde, voire un dixième de nanoseconde. Ouais, mais c'est lisible. Et du coup, comment est-ce que on en a parlé très rapidement tout à l'heure, on a évoqué le terme d'aide technique. Comment est-ce que tu appréhendes ta notion toi, d'aide technique dans cette notion de pragmatisme? D'aide technique, c'est un peu... Généralement, la dette technique, elle est souvent liée à une prise de décision. C'est une prise de décision. On sait que c'est pas la bonne chose à faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, pour des raisons de temps, de coût, on ne peut pas se permettre de faire. Alors non, parfois tu ne sais pas que tu contractes de la dette. Parfois tu constates plus loin sur le chemin qu'on te fait une demande d'évolution et tu dis ouais, sauf qu'en fait, avec les choix qu'on a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça va être plus compliqué parce que Alors, on va éviter de mélanger le legacy et la dette. Ok. La dette, normalement, c'est quelque chose que l'on contracte volontairement. C'est-à-dire, on décide de faire de cette façon-là, et plus tard, via un to-do, on crée un ticket, le fameux, ou un ticket Jira qui est dans le backlog au fin fond, on reviendra après dessus pour le faire mieux ou le structurer différemment. Ça serait mieux de faire comme ça. Il faudra le faire différemment. On ne revient pas dessus. Moi, ce que je dis quand je dis oui, moi je préfère le faire comme ça, mais là c'est pas de la dette. C'est-à-dire, ok, tu fais comme ça, mais c'est pas un truc que je rembourserai plus tard. Je te demande pas de le rembourser plus tard. Donc là, c'est pas de la contraction de dette. Une dette, c'est ça. Normalement, tu contractes un prêt et tu dois le rembourser. Là, c'est non, j'accepte, je tolère le fait que ça soit comme ça. Le legacy, c'est on a pris des décisions en toute conscience. Pour nous, ça nous semblait une bonne chose, mais ça, c'est plutôt un problème lié à notre vision à long terme, etc. Et c'est là où le pragmatisme aussi va changer les choses. C'est-à-dire que et puis l'approche aussi raisonnée que tu disais, de réfléchir un petit peu avant de faire les choses, d'aller peut-être un peu moins vite et de se poser un peu et de se poser les bonnes questions via des ADR ou les choses comme ça. On ne fait pas assez d'ADR en fait. Se poser les bonnes questions, challenger les différentes solutions, trouver celle qui est la meilleure, c'est le meilleur moyen d'avoir un code qui derrière nous présente moins de problèmes, d'accord ? Et aujourd'hui, on dit on a de la dette technique. Non, on n'a pas de la dette technique, on a du legacy. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose c'est pas une dette qu'on a décidé de contracter. On l'a fait en toute conscience. On a cramé du fric, d'accord ? On a acheté les billets par la fenêtre en fait. On n'a pas contracté une dette. Ouais. Et aujourd'hui, on se dit zut, on n'a plus de sous. Oui, on les a mis par la fenêtre. Donc là, il faut qu'on refasse. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut éviter de voilà, la dette technique, c'est quelque chose qui existe et je pense qu'on a tendance à confondre un peu les deux, entre ce que nous on appelle le legacy et la dette qui est quelque chose qu'on a fait en toute conscience, que l'on va rembourser. Ce qui s'applique du coup, effectivement, que sa notion de dev pragmatique, c'est du coup une contraction raisonnée et volontaire, oui. Du coup, parfois de la technique en disant oui, là, ok, je fais de la technique, mais c'est... Voilà, je vais rembourser. Alors, ça peut être dans le pragmatisme. C'est aujourd'hui, dans mon état, soyons pragmatiques, on va le faire comme ça. Mais par contre, on prévoit par la suite de le changer et de le faire différemment. Ça, c'est autre chose. Là, ce que je dis, c'est de dire, c'est plutôt cramer les choses, c'est de dire non, je prends un pari. Là, aujourd'hui, pour moi, beaucoup de cas, c'est faire des paris, c'est dire je fais comme ça, parce que je parie que plus tard, j'en aurai pas besoin.
Et donc, c'est là le côté pragmatique des choses, c'est d'analyser un peu plus le contexte, passé, présent, futur, les personnes qui sont autour de moi, l'intérêt, les chiffres, et après de se dire, on va dans cette voie-là, mais c'est pas de la dette. Ouais. J'ai décidé de faire comme ça. Et alors, du coup, comment tu fais aussi pour ne pas. Parce que, mine de rien, il y a aussi peut-être potentiellement un risque, c'est qu'au final, dans ton équipe, tout le monde fasse un petit peu. Alors, pas ce qu'il veut, parce que j'entends qu'il y a quand même des règles, mais tu vois, chacun a un peu plus de liberté que dans un cadre hyper structuré, hyper rigide et compagnie. Tu as du coup un risque de création de legacy en tant... Oui et non. Non, en fait, quand on est pragmatique, l'objectif, c'est qu'on prend des décisions, on fait des choses par rapport aussi aux autres. C'est-à-dire que je décide de le faire de cette façon-là parce que c'est comme ça que font aussi les autres. Tu vois, je suis plus dans mon cercle. Ce qui est aussi effectivement du pragmatisme. C'est aussi du pragmatisme. Tu sais, quand on parle de pair programming, on a une vision des choses. Tu as ton cercle de connaissances et l'autre personne a son cercle de connaissances. Et les deux cercles se rejoignent. Il y a une partie commune, d'accord ? C'est la partie des compétences qui est commune entre les deux personnes. Et si je fais des choses dans mon coin, je vais faire des choses que les autres ne comprennent pas, en se mettant à deux, eh bien en fait, on va être obligé de faire que ce qui est dans notre cercle de compétences commun, en fait. Donc on va faire des choses, on va écrire des choses que nous deux on comprend. Et fatalement, si nous deux on comprend, il y a de très grandes chances pour que quelqu'un qui arrive sur le projet comprenne aussi. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs et la force du pair programming, c'est ça, c'est cette mise en commun de compétences et une concentration de choses qui sont communes à la plupart des gens en fait. Et on se retrouve avec un code qui est beaucoup plus compréhensible. C'est normal puisqu'il n'est pas issu d'un esprit, il est issu de deux et il est la réflexion des deux. Et généralement qui est souvent plus maintenable, etc. Donc ça a pas mal de conséquences. Pragmatique, ça veut pas dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Hein. J'ai jamais dit ça. Ouais. Je le dis pas d'ailleurs. Hein. Non, c'est plus de réfléchir et au contraire, c'est de réfléchir avec les autres. Je fais comme ça parce que c'est la meilleure solution pour que les autres comprennent ce que j'ai fait et aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt de le faire différemment parce qu'on va gagner une microseconde alors qu'on en perd tellement autour que ça ne sert à rien, ça n'a pas d'impact. Non, la réflexion derrière, non, faut pas qu'il... Moi, quand j'ai dit à mon développeur, oui, bah, c'est bon, je pense que là, une personne qui serait venue derrière, on dit oui, moi aussi, je l'aurais fait différemment, mais ça marche aussi. Il n'a pas fait un truc incompréhensible. Laissez peut-être un peu de liberté, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que tout le monde parte dans tous les sens. Sinon, là, oui, ça va être la foire à n'importe quoi. Ouais. Est-ce que du coup, dans cette approche aussi pragmatique, pour terminer, il y a aussi une approche de se dire, tu parlais tout à l'heure de cette prise de conscience de la... j'arrive pas à trouver mon mot, pas du côté éphémère, mais qu'il y a un moment, ton code, ton application sera remplacée, sera... peut-être même plus que refactoré, elle sera même complètement jetée et réécrite. Code jetable. On en parle du code jetable, des POC, tu sais, les POC qui vont en prod, mais qui restent. Mais aussi du code jetable, oui, faire du code jetable. En extreme programming, moi je suis un grand adepte de l'extreme programming, j'aime pas le Scrum, l'extreme programming. En extreme programming, il y a vraiment un concept, c'est le concept de simplicité. Il faut faire les choses simples, pas faire les choses simplistes. Il y a des notions différentes. Quand on fait simple, eh bien, il est plus facile de jeter quelque chose dont on a... Tu sais, la fameuse loi de Pareto, on passe 80% de notre... on met 20% de notre énergie pour faire 80%, pour le 80% du résultat. Et les 20% qui restent, on va mettre 80% de notre énergie dedans. Et quand des gens me disent « Ah, mais j'ai presque fini, là, je suis à 80%, j'ai presque fini. » Et je lui dis « Non, bah, on peut jeter, on va faire « Ah, mais là, j'ai fait 80% du boulot. » Non. Tu as consacré 20% de ton énergie. Là, tu vas acheter 20% de ton énergie. Tu ne vas pas acheter 80% de ton énergie. Parce que les 20 qui restent, c'est 80% de l'énergie en plus que tu vas rajouter. Donc, en gros, là, ce que tu jettes, c'est juste 20%. Et quand tu réfléchis à ça, tu réfléchis aussi différemment sur les choses. Et le code jetable, c'est pas un gros mot, du code jetable. Je fais du code jetable, du quick and dirty, c'est pas un gros mot. Il ne faut pas non plus en faire partout, il faut aussi imaginer. Mais par moment, on prend des décisions en disant ça, je le fais, mais après derrière, on mettra à la poubelle. Mais j'aurais pas consacré 50 000 heures, j'y aurais consacré 2.
Ça peut être mieux, ça peut être structuré, ça peut être machin. Mais de toute façon, ça n'a pas vocation de rester. Ouais. J'ai pas perdu 50 000 heures à faire un truc. Ça sert à rien, en fait. Le pragmatisme, il est là. C'est réfléchir un peu plus à ça, justement. C'est de se dire, là, ce qu'on fait, là, tu sais, j'ai vu des gens créer des batchs, des commandes, des scripts qui sont exécutés une seule fois parce qu'on a besoin de faire une migration, etc. C'est un truc qui ne sera plus jamais utilisé. Et qui mettent en review avec des personnes qui disent « Ouais, mais il faudrait faire comme ça, il faudrait que tu mettes une méthode. » L'objectif, c'est qu'ils fassent la migration. Après, on jette le truc. Et il y en a qui ont quand même, malgré ça, qui vont te dire « Non, il faut faire autrement, il faut faire comme ça. » Et puis, mets une couche d'abstraction. Comment ça? Ouais, mais tu vois, c'est aussi une occasion d'apprendre. Tu vois, tu es sur un projet comme ça qu'on va jeter. Fais un truc un peu différent parce que c'est aussi une occasion d'apprendre. Apprendre des réflexes. Aujourd'hui, moi, quand je code, systématiquement, je crée un DTO, une classe, je mets une interface. On me dit, mais pourquoi tu as mis une interface? Par habitude. Je ne perds pas de temps à le faire. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va consacrer du temps à réfléchir, à structurer, etc. Il va perdre beaucoup de temps. Donc au début, on ne fait peut-être pas comme ça. Et après, je fais les choses par habitude. Donc ça ne veut pas dire que je fais tout crade, quick and dirty. Au contraire. Mais il y a des choses qui sont des réflexes. Mettre une couche d'abstraction, c'est pas que je mets une couche d'abstraction, c'est que c'est plus simple pour moi. J'ai des trucs automatisés, ChatGPT ou même Copilot qui directement te propose de faire d'utiliser PDO par exemple. Utilisons PDO. Moi, j'aurais utilisé MySQL direct, mais ça change rien. Enfin, je veux dire. Et pour un truc jetable. Pourquoi je vais appeler PDO pour un truc jetable? PDO, c'est si jamais on veut changer de base de données, mais c'est un truc jetable. Oui, mais parce que PDO, ça marche aussi, à la limite. Donc, c'est pas gênant. Ouais. Tu vois, donc c'est juste ça. Moi, je dis, c'est bien la pratique, c'est bien les bonnes pratiques, les livres, la théorie, mais de temps en temps, il faut savoir garder raison. Il faut savoir se dire, voilà, c'est pas nécessaire. Mais par contre, il ne faut pas non plus prendre des décisions. Pour le coup, il ne faut pas rentrer dans l'extrême inverse. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans l'extrême inverse. Il faut réfléchir les choses, penser à pourquoi on a fait ça et pourquoi on veut faire ça pour plus tard. Et ça ne sert à rien de voir à très long terme. En fait. Ouais, je vois. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource ou un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Oui, alors tu m'en avais parlé, ça n'a pas forcément à voir avec du dev, mais j'ai eu une expérience la semaine dernière qui m'a un peu, pas bouleversé, mais quelque chose à faire, et j'invite les gens peut-être à se poser la question. J'ai été faire alors il y en a qui disent maraude, mais j'ai fait une rencontre nomade dans les rues de Rennes, avec une association qui s'appelle Entourage, qui va à la rencontre des gens sans domicile fixe, enfin, à la rue, en situation de rue, comme ils disent, des gens qui, voilà. Et pour aller discuter avec eux, pour leur dire bonjour. On leur distribue pas à manger, etc. Si, on leur offre un café éventuellement pour pouvoir engager la discussion. Et l'objectif, c'est de montrer qu'ils existent, qu'ils ne sont pas anonymes. Et il y en a un qui m'a dit, la semaine dernière, j'ai compté, sur une journée, j'ai dit 1780 fois bonjour, et j'ai eu 88 réponses. Et ne pas leur dire bonjour. Déjà, ils sont à la rue, ils sont en galère, accident, de la vie, divorce, perte de travail, l'État qui les soutienne pas. Enfin, ils ont l'impression d'être rejetés par la société, et quand ils disent bonjour, les gens ne répondent pas et tournent le regard. C'est un refus de leur humanité. C'est un refus de leur humanité. Ouais. Et dire bonjour, ça ne coûte rien. Et d'ailleurs, le mantra de l'association Entourage, c'est simple comme bonjour. Et il y a bien quelque chose que j'ai retenu, c'est quand ils vous disent bonjour, répondez bonjour, ça serait sympa de votre part. 17% font la manche. Ils vont pas forcément vous taxer. Mais juste dire bonjour, c'est montrer qu'ils existent encore. Et moi, ça m'a marqué, c'est de dire, mais ces gens-là existent toujours. Donc, ça n'a rien à voir avec le dev. Mais voilà, c'est une expérience. Tu voulais que complètement. Voilà. On mettra le lien vers ton association. Voilà, Entourage existe à Paris, mais elle existe à Rennes, partout en France. Et je conseille effectivement à tout le monde d'aller faire. Il manque de bénévoles. Idéalement régulièrement, mais sinon même une fois de temps en temps, ou une fois comme ça. C'est aussi finalement une pense à vivre.
C'est important de participer. Et les maraudes, c'est aussi un truc à faire. Très bien. Et dernière question, du coup, pour revenir à quelque chose de plus lié à notre métier, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Bien évidemment. Et bah top. Merci beaucoup, Fred. De rien. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Si vous êtes en live, je vous invite à rester sur le live. On va faire une petite session questions-réponses avec Fred si vous en avez encore. Pour la partie podcast, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous, dans un daily stand-up, dans une code review ou juste autour d'un verre. Ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de continuer à continuer ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée ou un petit message sur votre application de réseaux sociaux de votre choix. C'est aussi un moyen de promouvoir le podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.